Très bien. Bah, écoutez, on va reprendre ces assises. On va reprendre les échanges et les discussions. Voilà, de nouveau, vous pouvez vous installer. Bienvenue, welcome à ceux qui viennent juste d'arriver parce que. Pardon. Ouais. Voilà, donc du coup, on est en deuxième phase. J'aurais voulu, si c'était le cas, alors on en avait parlé, c'était éventuellement quelqu'un, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans l'Assemblée qui voulait nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à Saillant sur l'idée de la ministre, justement? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est au courant du dossier, voilà, ou son historique? Non, c'est pas le cas. Alors donc, ça veut dire qu'on a l'excuse de Tristan Réchid qui devait être parmi nous, justement, et qui n'a pas pu l'être. Et son dossier, on va dire, de réflexion sur ce qui a été fait à Saillant, c'est-à-dire une gestion possible en collectif d'une ministre, justement. Eh bien, Tristan s'est excusé de ne pas pouvoir venir. Il a été pris par d'autres événements. Du coup, voilà. Alors, on avait aussi notre ami Wojnik. Pour certains, je pense qu'il y en a qui connaissent Wojnik. Oui, ça vous dit quelque chose? Bon, alors c'est pareil. Il a été obligé de retourner vers la Pologne. Et pour ce faire, donc, il nous a laissé un petit message. Donc, du coup, je vais vous faire entendre, comme ça sera fait. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des gens qui connaissent ce personnage, Wojnik, qui devait être présent. Ça vous parle? Oui, ça vous dit quelque chose? Ouais. Bon, ok, voilà ce qu'il nous délivre. Je m'appelle Voynich et j'ai l'opportunité de vous laisser un petit message parce que malheureusement je ne pourrai pas être des vôtres à cette assise sociale. J'en suis dégoûté à mesure où j'œuvre pour faire du réseau, être dans la synergie, etc. depuis longtemps et c'était l'opportunité de vous rencontrer. Mais je compte sur vous pour que cette assise soit vraiment une réussite et qu'il y en ait plusieurs par la suite. Alors, qui je suis ? Certains m'ont connu via le projet L'essor des résistants, qui est une stratégie d'émancipation collective. Et aujourd'hui, mon projet, c'est l'émancipation individuelle à visée collective, évidemment. Essayer d'être un petit peu stratégique pour trouver les meilleurs moyens pour nous sortir de ce gigantesque merdier. Parce que comme je l'explique depuis assez longtemps maintenant, absolument tout est illégal dans la République. Nous sommes face à des gros fraudeurs qui ont mis en place une mécanique d'asservissement étatique. Comme je l'explique, cette matrice, c'est finalement la société de l'administratif, qui a fait en sorte de nous enchaîner comme des esclaves pour nous déposséder du berceau jusqu'au cercueil. Et à ça, il faut répondre de manière adéquate. Donc, voilà, les leviers que j'insiste, c'est la fraude généralisée plutôt que fraude du nom, parce que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé aujourd'hui et utilisé un petit peu à toutes les sauces. Et surtout aussi, quand on parle d'émancipation individuelle, on parle surtout de travailler sur soi-même pour incarner déjà son propre sauveur, incarner le changement tout simplement et se représenter soi-même. Je pense que c'est la base et on a un gros travail à faire sur nous-mêmes avant de songer à changer la société, parce que il y a une phrase qui résume très bien ça, que j'aime beaucoup, c'est on ne fait pas la société d'après avec les cons d'avant, et elle veut dire ce qu'elle veut dire, sans être forcément condescendant, mais c'est pour dire qu'en tant qu'être humain, on a quand même pas mal de choses à régler en amont avant de vouloir songer révolutionner le monde, parce que si on n'est pas en mesure d'incarner la société que l'on veut pour plus tard, malheureusement, il y a des chances que ça n'aboutisse pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à pas avancer beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a ces assises, pour qu'on puisse peut-être repartir sur de bons pieds. Et d'ailleurs, j'avais un message par rapport à ça, et ça serait peut-être celui qu'il faut retenir en priorité, et que j'aimerais porter. C'est celui que beaucoup prônent l'union, mais très peu sont à même de la mettre en pratique, cette union. C'est pourtant simple, l'union, c'est juste être en contact les uns avec les autres, essayer qu'ensemble on puisse représenter quelque chose pour avoir une certaine influence dans la société. Et pour autant, j'ai l'intime conviction qu'on n'a peut-être pas respecté la règle fondamentale de l'union, qui est la suivante, c'est qu'à partir du moment où on prône l'union, si on le fait d'une manière complètement intéressée avec un projet personnel,
ça ne pourra pas aboutir. À mon sens, l'union doit être prônée d'une manière totalement désintéressée. Pourquoi? Parce que d'expérience et avec un petit peu de recul, on constate que toutes ces tentatives de synergie, d'union, d'intercollectif finissent non pas par une mise en commun, mais tout simplement par une réunion de VRP qui vont prêcher pour leur propre paroisse, à faire du prosélytisme, à recruter, à donner des flyers, à faire beaucoup de choses finalement, mais sans songer à l'union, en se disant que finalement ma solution est la meilleure et que je vais aller là-bas pour imposer ma vision parce que moi j'ai tout compris et les autres n'ont rien compris. Donc il y a une forte dose d'ego, ça je pense qu'on le sait tous. Mais voilà, prôner l'union d'une manière totalement désintéressée semble être la clé. Et ça va pas être facile. À mon sens, il faudrait peut-être se baser sur quelque chose de beaucoup plus simple. Peut-être faire quelques pas en arrière pour mieux sauter et se dire que l'union, ça serait tout simplement de partager des valeurs communes avec un objectif commun qui semble être la liberté, on va faire ça au sens large, et qu'on devrait s'en tenir à ça dans un premier temps. Si tout le monde appliquait les principes de l'union, c'est-à-dire rentrer en contact les uns avec les autres, prendre le temps de se connaître, échanger, se faire confiance, si on en était là, je peux vous dire que déjà on aurait largement changé la donne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, en donnant un exemple précis, si je cherche une information, en 2 ou 3 coups de fil avec mon réseau, je serai en mesure de trouver le spécialiste ou la réponse à ma question par rapport à un projet de société, par exemple. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément en mesure de le faire. Donc, créer du réseau, le fait de tous se connaître, de savoir ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel engagement on a, quelles compétences on a, qu'est-ce qu'on peut être en commun, si on était tous au courant de tout ça, ça faciliterait, ça huilerait beaucoup cette mécanique. C'est une proposition que, bien entendu, j'aurais souhaité défendre à vos côtés. Et j'espère qu'elle fera avancer le Schmilblick. Et pour ce qui est ma vision personnelle de notre sortie de crise, c'est vrai que quand on prône l'émancipation, on s'intéresse, alors c'est vrai que j'ai parlé d'administratif et de juridique, je pense que la clé de l'émancipation, c'est de comprendre le système esclavagiste qui a été mis en place par l'acte de naissance, qui est une forme de contrat qui nous inclut dans cette matrice malgré nous, parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, on a tendance à se revendiquer comme des citoyens de la cité, mais n'oubliez pas que vous n'avez jamais consenti à être les citoyens de cette société. À aucun moment on vous a posé la question si vous voulez être citoyen et avoir des droits et des obligations. Alors les droits ça va, mais surtout des obligations, et comme je le répète, on a de plus en plus d'obligations et de moins en moins de droits. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont là pour nous asservir et sont là pour profiter de nous, pour nous pomper notre énergie de vie. Parce que je le rappelle aussi, l'argent n'est plus indexé sur l'or, n'est plus indexé sur quoi que ce soit d'autre que sur notre énergie de vie, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est de la fraude généralisée. Quant aux voies à prendre, je suis plutôt ouvert et je dirais qu'effectivement, on peut s'appuyer sur les failles du système, les failles juridiques du système. On peut s'appuyer sur leurs propres lois, effectivement. On peut s'appuyer donc sur ce cadre légal. Mais ce cadre légal, il ne faut pas oublier non plus que c'est leur terrain de jeu. Il faut faire attention là-dessus. Et même si c'est une proposition qui peut nous permettre de faire une transition, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi s'appuyer sur le fameux cadre légitime. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous n'avons pas consenti à tout ce que nous vivons aujourd'hui et qu'à un moment donné, il faut sortir de leur échiquier pour créer le nôtre, donc sortir du cadre légal et commencer à réfléchir à un cadre légitime. Tout ceci mérite évidemment d'être stratégiquement posé pour agir vers une transition plutôt que vers un système complètement radical pour pas refaire évidemment les mêmes erreurs. Bref, merci beaucoup pour votre attention et surtout aussi, merci beaucoup pour votre implication à tous dans cette œuvre collective ô combien complexe, mais ô combien salvatrice si on sait la prendre par le bon bout. Je vous envoie de belles pensées, portez-vous bien et surtout, restons branchés. Voilà un petit message de deuxième phase de notre épopée d'assises sociales. C'est Wojnik. Pour certains d'entre vous, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il fait beaucoup de résonance en ce moment sur tout ça. Voilà. Et du coup, eh bien, il est connu. Vous pouvez le retrouver. C'est quelqu'un justement
eh bien, de très ouvert à la discussion, au débat. Il a travaillé, on va dire que c'est le cadre même de la jeune génération qui s'engage, et c'est un exemple. C'est pour ça que je l'ai contacté. On s'est même pas concerté. Moi, je l'ai écouté 2 fois. J'ai dit ce mec-là, faut que je l'appelle. Et donc, du coup, il restitue. Donc, bien évidemment, il pouvait pas être là avec nous parce qu'il est en ce moment même en Pologne. Et pour le coup, j'ai dit, fais-nous un petit message. Alors, on fera un live, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il nous restitue quelque chose d'assez concret, bien cerné et bien réfléchi sur le sujet. On va continuer. On va terminer la phase 1. Il y a encore 2 personnes qui, se m'abusent, devaient intervenir, même 3. Voilà. Donc, après, on concédera la parole à Camille, c'est prévu, hein, pour que tu rentres un peu plus dans le détail de la construction même du projet que vous avez mis en place. Hein, on en parlera tout à l'heure, si tu le veux bien. Ensuite, il y a Jean-Michel qui voulait intervenir. Il est où, Jean-Michel? Voilà, je le vois. Bien, écoute, je pense que c'est le moment, tu te sens. Alors, on nous a demandé, parce que Jean-Michel, il a effectivement une belle expérience lui aussi également. Il est très documenté, en tout cas, sur son projet. Qui résonne en fait, lui aussi également. Donc du coup, alors on n'a pas eu le temps vraiment de mettre en place, on aurait voulu mettre justement un vidéo proche, en plus il y a la lumière, c'est tout. Techniquement, on n'a pas eu le temps de le faire. En tout cas, les documents de Jean-Michel qu'il a à votre disposition, ils pourront être effectivement regardés dans son détail, voilà. Donc du coup, voilà, notre ami Jean-Michel va se présenter de par lui-même. Voilà. Et puis bienvenue surtout j'ai vu qu'il y avait des nouveaux arrivants. Welcome. Un micro. Il est là derrière toi, vas-y. Alors je suis quelqu'un qui est très organisé. J'ai besoin de ça pour pour formaliser ma pensée. Donc, ne soyez pas gênés par tous les papiers. J'ai préparé un texte qui fait 50 pages, hein. Mais j'ai des petits tracts indépendants. Si vous voulez plus de documentation, c'est disponible sur le site internet. Hein, le lien est fourni. Nous sommes tous convaincus, pour ceux qui sont là, qu'il faut se rassembler. D'accord. Bon. Moi, ce que je propose, ce qui va dans le sens de ce que disait Thierry, c'est la création d'assemblées. Donc, on appelle Assemblée nationale parallèle. D'accord. Et là, je vais vous dire comment ça peut se passer. Ouais, garde le micro devant la main. Ouais. Quel est notre avenir personnel? Que sera la France dans 6 mois? Quel est l'avenir de l'humanité? L'humanité mondiale est asservie par le complexe militaro-industriel, et ceci dans tous les pays. La soif de pouvoir et d'argent détruit la terre et gangrène les sociétés. Et nous regardons impuissants ce désastre en y participant quand nous en profitons. La France est attaquée par des ennemis de l'extérieur et de l'intérieur. Et nous cherchons des formules magiques qui la sauveraient. Nous sommes taxés comme jamais. L'État ne protège plus les Français. Il n'est même plus à notre service. Petit à petit, il nous emprisonne avec ses lois et ses décrets. Et nous discutons. Je vais vous donner 2 citations. Le monde déteste le changement. C'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser. Mais une autre citation, cette fois-ci de Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Nous voulions vivre en paix, nous avons la guerre. Nous voulions un environnement sans pollution, on nous empoisonne. Nous voulions un système de santé honnête et efficace, il est gangréné par les intérêts financiers. Nous voulions des élus qui défendent nos intérêts, nous avons une aristocratie de privilégiés.
Nous voulions un gouvernement qui travaille pour les Français et pour la France, nous sommes trahis. Comment en sommes-nous arrivés là? Depuis 50 ans, la Constitution, les institutions et les contre-pouvoirs ont été détruits petit à petit. À chaque coup de canif, dans le contrat, nous avons pensé que ce n'était pas important ou que ce n'était pas grave. Quand nous pensions qu'ils étaient des nôtres, nous imaginions qu'ils agissaient pour le bien de la France et des Français. Nous avons été négligents ou naïfs. Bien sûr, quelques voix se sont élevées, mais nous n'y avons pas prêté attention. Alors on peut citer Seguin, Philippe Seguin, De Gaulle, Georges Marchais, Mitterrand. Pris dans nos activités personnelles et professionnelles, désireux de profiter de la vie et de ce qu'elle offre, nous avons choisi du pain et des loisirs. Si nous sommes dans cette situation, c'est de notre faute. Si nous n'arrivons pas à nous entendre, il ne faudra pas chercher d'autres responsables que nous. Et maintenant, que va-t-on faire? De nombreux collectifs, mouvements, penseurs ou philosophes ont étudié les sociétés et les évolutions dans la société. Ici aussi, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire. Chacun de nous a la vérité et bien sûr la solution. Qu'allons-nous faire? Quel que soit le choix, il serait temps de s'engager et d'agir. Nous sommes en guerre parce qu'on nous l'a fait. Nos ennemis sont puissants, ils ont des armes que nous n'avons pas, ils sont organisés alors que nous ne le sommes pas. Pourquoi ce préambule alors que le thème est la construction d'un projet de société? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le travail de recherche sur la société idéale a déjà été fait par des milliers d'auteurs. De Platon au fondateur de la Ve République, en passant par Rousseau, nous avons le savoir disponible à portée de main. Si nous refusons d'étudier le passé, nous sommes condamnés à le revivre. Deuxièmement, c'est que pour réaliser un projet dans quelque domaine que ce soit, il faut en avoir les moyens. Il faut avoir le pouvoir de le réaliser. Si nous n'avons pas le pouvoir, rien n'est possible. Troisièmement, c'est qu'en fonction de notre expérience, de notre idéologie et de notre savoir, nous sommes formatés. Et que ce formatage peut provoquer un rejet systématique de ce qui existe. Le rejet nous enferme, lui aussi, dans une opposition stérile. Et nous nous réfugions alors dans un monde virtuel qui est le produit de nos rêves. Enfin, un projet de société qui ne voudrait pas l'imposer à la société ne serait finalement que la construction d'une société parallèle qui ne tiendrait pas face aux attaques des ennemis. C'est là qu'intervient notre proposition, l'Assemblée nationale parallèle. Elle a des buts affichés et des buts possibles. Clairement affichés, il s'agit de construire une assemblée délibérative qui sera force de contestation, de mobilisation et de médiatisation. L'idée qu'elle devienne un groupe de pression citoyen et de lanceurs d'alerte, et ceci que ce soit au niveau local jusqu'au national. Il n'y a pas de but caché, puisque le pouvoir sera détenu par cette assemblée. On ne peut donc préjuger de ce qu'elle décidera. Quels sont les buts possibles? Ça peut être désigner des candidats aux élections, prendre le pouvoir, proposer un changement de constitution, devenir un parti politique. Tout est possible. C'est elle qui décidera. Peut-elle déclencher une révolution? C'est elle qui le décidera. Mais je crois qu'il faut parler plus d'évolution plutôt que de révolution. C'est à nous de faire une révolution personnelle d'abord, car c'est en confrontant nos points de vue que nous pourrons évoluer. Bien sûr, il y a des risques, comme dans tout projet. Le principal, c'est l'infiltration et le contrôle de ces assemblées par des partis ou des communautés d'intérêt. Un autre risque est qu'elle ne soit pas représentative de l'ensemble des Français, mais d'une partie seulement. Elle ne sera alors représentative que d'une minorité. C'est un problème. Nous n'arrivons pas à rassembler une masse suffisante pour que nos actions, et ce que l'on veut, deviennent une réelle force d'opposition ou de proposition. Autre risque également, comme dans toute association, il y a des querelles d'ego. Ouais. Ce sera à nous de faire preuve de sagesse en gardant à l'esprit un objectif commun. Il y aura aussi des tentatives extérieures et internes pour profiter financièrement ou médiatiquement de l'Assemblée. Et le dernier,
comme dans toute association qui comporte une variété d'âge, de sexe, de race ou d'érudition, il y aura des conflits à résoudre. Pour faire face à ces problématiques, il est proposé un Conseil des sages qui aura la tâche de régler les conflits, de maintenir l'idéal démocratique et de répondre à tous les problèmes qui pourraient survenir. À chaque niveau, du départemental au national, un conseil peut être mis en place. Bien qu'il n'y ait pas de hiérarchie, le Conseil national, étant censé représenter l'opinion générale, doit vérifier que cette opinion générale soit bien comprise dans les conseils départementaux. Sur le plan juridique, ces conseils sont assimilables aux conseils d'administration qu'on trouve dans toutes les sociétés ou associations. Et pour la France, on peut l'assimiler au Conseil constitutionnel. La démocratie, qui est mise à toutes les sauces, qui comporte une multitude d'outils disponibles, est-elle une solution? Pour moi, oui. Mais la démocratie ne sera jamais un système parfait et fini. La démocratie est un organisme vivant. Elle est constituée d'un corps principal, un tronc, et des éléments périphériques, les oppositions. Les oppositions sont utiles et nécessaires pour progresser. Mais si une opposition veut la mort du corps principal, il faut se couper le bras avant que la gangrène ne contamine le corps entier. Je ne donnerai pas de définition de la démocratie, car si c'est un idéal, on ne peut pas la restreindre dans une définition. Ce que je sais par contre, c'est que dans une assemblée qui vise à pratiquer la démocratie, il y a des règles à respecter. La première est que chaque point de vue peut et doit s'exprimer. Cela implique que le temps de parole est réparti équitablement. Certains d'entre nous sont sujets à des diarrhées verbales et d'autres au silence. Lorsque quelqu'un s'exprime, il expose son point de vue. Il ne peut critiquer un orateur ou utiliser des formules politiciennes telles que « je serai pragmatique » ou « je suis réaliste » ou « la vérité c'est ça ». On ne peut dire que ce que dit l'autre est faux, mais on dit avoir un autre point de vue et l'exprimer. Enfin, on n'interrompt pas un orateur, sauf s'il ne respecte pas les principes exprimés. Beaucoup pensent que les élections, la représentation parlementaire ou les partis politiques ne sont pas conformes à la démocratie et que d'autres systèmes sont préférables. Ce n'est pas mon point de vue. Les partis ne sont que des associations d'individus qui ont un intérêt commun et qui veulent diriger la société pour servir leurs intérêts communautaires. Si nous sommes au pouvoir un jour, ferons-nous la même chose? Servirons-nous que les intérêts d'une minorité? J'y reviendrai plus loin. Les élections sont un outil de la démocratie comme le tirage au sort et comme la représentation parlementaire. Les élections permettent de choisir parmi des candidats en connaissance de cause. Le parlementarisme permet de concilier notre individualisme et notre besoin de faire notre société. En réalité, ce qui fait rejeter le système en place, c'est la suppression des contre-pouvoirs et de la participation des citoyens, entre autres dans les tribunaux. Il est normal qu'un pouvoir qui veut les pleins pouvoirs fasse disparaître tous les contre-pouvoirs et les oppositions, et ceci par tous les moyens possibles. C'est ce qui se passe depuis 50 ans. Le RIC est effectivement une solution pour opérer un contrôle citoyen, mais aucun pouvoir en place n'acceptera le résultat d'un référendum ou d'un RIC. Souvenez-vous du référendum sur l'Union européenne, vous avez mal voté, donc c'est nous qui décidons. Souvenez-vous du résultat du grand débat ou de la consultation sur l'écologie, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent, qui est RIC ou pas RIC. Et c'est là notre problème. Nous n'avons plus aucun pouvoir, car nous ne représentons pas une force politique, financière ou médiatique. Constituer une force financière ou médiatique me semble irréaliste. Créer une force politique, oui, ça me semble réalisable. Sur la démocratie, est-ce que je suis démocrate? C'est pas à moi de répondre, mais c'est à vous. Par contre, il me semble qu'il faille être intransigeant sur le fonctionnement démocratique. Et j'attends que ceux qui rejoignent le mouvement adoptent cette attitude. Je n'ai pas de mandat dans l'ANP. 3 mois après la réalisation de l'Assemblée nationale, je reviendrai à la base et à mes occupations. Pour constituer cette Assemblée,
il semble nécessaire de former un conseil des sages, copiant ce qui se faisait dans toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique. Chaque membre de ce conseil est révocable par les autres membres et il le sera par l'Assemblée une fois qu'elle sera constituée. Afin de maintenir un fonctionnement démocratique, il est nécessaire qu'un contre-pouvoir s'exerce à tous les niveaux. Dès constitution du Conseil, je serai révocable comme tout le monde. Le rôle que j'accepte étant seulement d'impulser et de porter cette initiative qui sera mise en œuvre seulement si elle obtient l'assentiment général. Il s'agit donc, dans un premier temps, de trouver des gens désintéressés, ayant une expérience humaine et dévoués à la recherche du bien commun. Ceux-ci constitueront ce conseil qui travaillera à la création de l'Assemblée nationale. J'ai volontairement utilisé l'expression de bien commun plutôt que démocratie, car je considère la démocratie comme un outil pour réaliser le bien commun. Le Conseil est l'organe de la justice. Il est chargé de faire respecter les principes démocratiques et de régler les conflits ou les déviances. Il est la plus haute instance juridictionnelle et les membres eux-mêmes sont donc révocables par l'Assemblée. Il peut y avoir une question. Pourquoi reproduire un modèle existant puisque celui que nous connaissons ne fonctionne pas correctement? Pour plusieurs raisons, certaines ayant déjà été évoquées. La plus importante d'abord, la masse de nos compatriotes a peur du changement important et brutal. Il ne faut pas leur parler de révolution. Ils ne veulent pas plonger dans l'inconnu. Il faut donc leur proposer un modèle qu'ils connaissent. S'il ne s'agit que de créer un parti ou une secte avec 500 000 adhérents qui pensent la même chose, on pourrait faire différemment. Mais là, il s'agit de rassembler des millions d'individus. La deuxième est que la Constitution, les institutions et les lois de la Ve République n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient initialement. Ce ne sont pas la Constitution et les institutions qui sont mauvaises, mais les modifications qui ont été apportées pour servir les intérêts d'une caste. Un point que je vais aborder est notre responsabilité, et en particulier celle de ceux qui, comme moi, ont un certain âge. C'est à nous qu'incombe la réparation des erreurs que nous avons laissées faire. Car plus nous avons d'années au compteur, plus nous avons commis de négligence. Nous, les anciens, qui sommes plus disponibles, c'est à nous de consacrer les forces qu'il nous reste à travailler pour un avenir à l'humanité. Ensuite, les forces adultes, qui sont les forces vives, ne doivent pas rester qu'opposants, mais des lanceurs d'alerte et des lobbies citoyens. Alors, lobby, j'ai entendu que ça ne plaisait pas, c'est groupe de pression. Ils seront des teignes sur les élus et les administrations. Si les lois et la justice ne sont pas respectées, c'est à nous tous de les faire respecter, localement et nationalement. Enfin, les adolescents qui représentent l'avenir de l'humanité doivent être formés. Si l'éducation nationale n'est plus satisfaisante, des cours du soir organisés par les citoyens sont nécessaires. Avant de changer le monde, changeons nous-mêmes de point de vue. Quand on s'oppose à une idée ou un adversaire, on est contaminé par cette idée ou cet adversaire. Quand on combat un ennemi, on apprend à le connaître et par ce fait, on adopte sa vision et on tombe dans le piège. Adoptons plutôt une vision globale et bienveillante. Qu'enseignent les arts martiaux? Qu'il faut utiliser la force de l'adversaire pour qu'elle se retourne contre lui. Cela nécessite un entraînement. La construction de l'Assemblée nationale parallèle et le fonctionnement répondent en partie à cet objectif. Des échanges de points de vue dans un cadre démocratique dépassionnent et permettent de trouver un terrain d'entente. Le rôle des conseils est de faire respecter ces règles avec bienveillance. Aucune règle n'est supérieure à la bienveillance. C'est « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent ». Il ne s'agit pas d'amour, mais de bienveillance. Car si l'amour fait vibrer en phase, la bienveillance est une autodiscipline, un mode de pensée et d'action. La bienveillance autorise l'usage de la force, alors que l'amour ne l'accepte pas.
Le dernier point sur lequel je vais conclure est le changement qui s'est opéré dans les mots. Le sens des mots et des idées qui donnent la vie aux mots ont été dénaturés, galvaudés, trahis. Au nom de la démocratie, de la liberté, de la justice ou de la vérité, on va faire la guerre pour imposer notre façon de penser et enrichir le complexe militaro-industriel. Au nom de la vie d'une entreprise, on impose un but, la rentabilité maximum et immédiate, comme seul objectif. C'est une vision à très court terme qui détruit l'avenir. Au nom d'idéologie politique, on transforme le sens des mots. Au nom d'idéologie politique, on condamne les autres points de vue et on excommunie les autres. Je vais donner un exemple concret qui va peut-être choquer certaines personnes. Une idéologie marxiste a donné une définition du capitalisme et du libéralisme. Les partisans du capitalisme et du libéralisme prônent la dictature du capitalisme et du libéralisme sans règles. Mais qu'est-ce que le capitalisme ? Il faut s'entendre sur le sens des mots, sur les idées que les mots véhiculent et sur l'usage qu'on en fait. Une position extrémiste nous condamne à l'esclavage d'une idéologie partisane. Le capitalisme est un phénomène naturel. C'est celui qui préside à l'accumulation de biens pour permettre à l'individu et au groupe social de vivre et de survivre dans les moments difficiles. Beaucoup d'animaux procèdent ainsi. Les abeilles et les fourmis que j'observe ont adopté son fonctionnement. La différence avec nous, c'est que ces insectes n'ont aucune morale, ni aucune limite à leur expansionnisme. Si elles sont assez puissantes, elles iront piller les voisins. En quoi sommes-nous différents ? Dans mon exposé, j'ai évoqué l'éducation des jeunes en cours du soir. Il faut nous réapproprier le vrai sens des mots et le diffuser par ce moyen. Connaître la langue, c'est le fondement d'une nation. C'est ce qu'on peut proposer. Alors pour ceux qui sont intéressés, j'ai un flyer avec quelques liens qui vous renverront sur le site. Il y a pas mal de documents. Et puis pour ceux qui voudraient vraiment s'engager, j'ai des documents à donner. J'avais préparé quelques documents pour la vidéoprojection dont il avait été question. Alors, et entre autres, quelqu'un parlait de symboles. Ce qu'on a adopté, c'est ce symbole. Au départ, c'est le drapeau français. Augmenté du jaune et du vert. Alors, le drapeau français, bon, je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Il a été créé à partir du bleu bourgeois, donc qui est plutôt de droite, du rouge des révolutionnaires, donc plutôt ceux de gauche, et du blanc du souverain. Augmenter du jaune, c'est pas les gilets jaunes, mais pourquoi pas. Mais c'est plutôt les 70% de Français qui soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire les classes moyennes. Et le vert, effectivement, l'écologie. Maintenant, vous pouvez le voir aussi sur un plan naturel. C'est tout simple. Vous avez le jaune qui est le soleil, le vert qui est la terre, le bleu qui est l'eau, le rouge qui est le feu. Et entre tout ça, vous avez l'air, ou pour ceux qui font un peu d'alchimie, l'éther, qui équilibre toutes ces forces. J'ai également apporté quelques documents. Bon, sur le sens des mots. Alors, comment on trafique les mots? Comment on utilise les mots? Quand on utilise le mot vaccin, qui n'en est pas un. Ah, effectivement, on peut jouer sur les mots et dire que ça, c'est une balançoire.
Pour poursuivre dans le même domaine, et sur les injections ARNM, tout le monde a connaissance de ce qui se passe, la majorité. On en parlait de myocardite, de péricardite, d'AVC, etc. Mais ça, c'est pas imagé pour nos concitoyens. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils ne saisissent pas, ça ne les touche pas. Par contre, vous avez des études scientifiques qui sont choquantes, parce qu'elles donnent des photos de ce qui se passe en réalité à cause de ces produits. Ouais, c'est pas joli, hein. Alors, quand on parle de mots, oui, il faut s'entendre sur les mots. Il faut retrouver le vrai sens des mots. C'est important. Et ça, effectivement, par rapport aux jeunes générations, il est important de rétablir la vérité des mots.